Bienvenue sur Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, le podcast qui donne la parole aux femmes qui vivent leur maternité à l'étranger. Dans cet épisode, je reçois Emeline, installée à Chiang Mai, en Thaïlande, avec son mari et leurs 2 jeunes enfants. Tout commence par un simple appel visio en juillet. Quelques mois plus tard, juste avant Noël, la famille fait ses valises et s'envole pour une nouvelle vie à l'autre bout du monde. Au cours de cet échange, Emeline revient sur cette première année d'expatriation, les défis de l'installation, l'adaptation des enfants, mais aussi toutes ces petites questions du quotidien auxquelles on ne pense pas forcément avant de partir. Nous parlons du temps nécessaire pour trouver ses repères, se sentir comme à la maison, de l'importance de ne pas vouloir aller trop vite et de la façon dont chacun au sein de la famille vit sa propre aventure. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Emeline, un grand merci d'être avec moi ce matin. Bonjour, ravie également. On se fait un interview Tokyo Chiang Mai, je le prononce comme il faut. On peut dire Chiang Mai, mais c'est pas grave, Chiang Mai, ça passe aussi. Super. On a 2 heures de décalage horaire. Je suis en avance sur toi pour la journée, donc un grand merci de m'accorder du temps dans ta matinée bien occupée, je le sais. Eh bien, avec grand plaisir. C'est moi qui suis ravie de t'avoir avec moi. C'est aussi une grande chance, donc je suis très très contente aujourd'hui de pouvoir partager un peu de notre parcours avec toi. Et oui, une sacrée aventure en famille. Alors pour commencer cette interview, je vais te demander de te présenter. Pour débuter chaque interview, j'aime demander à mes invités qu'elles se présentent, leur prénom, leur pays d'origine, leur âge, qu'elles me parlent de leur famille, qui vit avec elles ce projet d'expatriation, et ensuite qu'elles me partagent leurs bonnes adresses, ce qu'elles aiment vivre et explorer en famille. Donc moi c'est Emeline, je viens d'avoir 31 ans. Je suis d'origine française. J'ai beaucoup voyagé, notamment depuis que j'ai rencontré mon mari. On a vécu à Bordeaux ensemble, on s'est rencontrés à Paris. Ensuite, on a vécu dans notre camping-car, ensuite à Lyon et désormais maintenant en Thaïlande. Mais à la base, je suis d'origine de l'Île-de-France. Notre famille, elle est composée de qui? Eh bien, nous avons donc mon mari qui s'appelle Damien, qui a eu 40 ans. Donc, nous avons 9 ans d'écart. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on ne ressent pas spécialement tous les jours et ça n'a jamais été justement un problème dans notre couple et dans notre famille. Donc ça, c'est très chouette et j'en suis vraiment très contente d'ailleurs. Nous avons 2 enfants, 2 beaux enfants. Donc, nous avons Charlie qui est la plus grande, qui a eu 5 ans en décembre, et Marceau qui vient tout juste de fêter ses 4 ans. Et bien sûr, on a aussi un chien qui s'appelle Cosmo, qui a 6 ans, qui est un gros berger australien et qui nous suit partout dans toutes nos aventures depuis sa naissance. Super. Est-ce que tu peux nous partager les adresses que tu aimes à Chiang Mai ou ailleurs en Thaïlande ? Alors, ça va être difficile de vous résumer toutes nos bonnes adresses parce que, évidemment, si vous êtes un petit peu renseigné ou si vous connaissez un petit peu Chiang Mai, il y a tellement de bonnes adresses que c'est difficile de toutes les partager. Mais nous, on aime beaucoup, le week-end, rejoindre nos copains. C'est souvent des parents et des enfants de l'école, de nos enfants. Et on a plein de petites adresses de cafés, qui sont kids-friendly. Je pense notamment à Living the Dream, qui est proche du carré de Chiang Mai, du centre. Et c'est là où on s'est rejoint dimanche dernier. Et on était une petite vingtaine à se rejoindre tous le même jour. Donc presque toute l'école, à vrai dire, puisqu'on est encore dans une petite école, petit effectif. Ici à Chiang Mai pour l'école française. Mais ça peut être aussi, par exemple, les night markets. On aime beaucoup faire ça le week-end avec nos enfants. Et on trouve toujours des petits endroits. On adore vadrouiller, nous, en scooter. Et on trouve toujours un petit bout de rivière où profiter du soleil et de l'eau avec nos enfants. Donc, il y a beaucoup d'adresses qui sont accessibles aux enfants, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Ça dépend du temps. Parce que la saison des pluies, par exemple, est plus compliquée pour être à l'extérieur. Mais il y a, je sais même pas, je pense que là, en 1 an et demi, j'ai dû enregistrer une vingtaine de bonnes adresses, rien que pour nos enfants. Je vois ce dont tu parles. Et enfin, je vais te demander ton hack de maman expatriée. Ça peut être une appli, un gadget, quelque chose que tu as découvert en Thaïlande et qui te simplifie vraiment ton quotidien de maman. Alors, j'ai beau réfléchir, j'ai pas de hack spécifique. Mais il y a bien une chose, je pense, qui m'a changé la vie depuis qu'on habite en Thaïlande, c'est de pouvoir prendre des Bolt, des taxis.
Et moi, en l'occurrence, je prends beaucoup les scooters quand je suis toute seule. Et en tant que maman, c'est vraiment quelque chose qui me change la vie ici en Thaïlande parce que j'ai toujours l'habitude d'aller à droite à gauche pour faire une petite course, pour acheter un petit truc, pour déposer, récupérer mes enfants. Maintenant, je vais te demander de nous partager cette grande aventure de votre expatriation en famille. Puisque tu nous l'as dit, vous avez déménagé, vous avez vécu dans plein d'endroits, vous avez même fait l'expérience de la vie en van. Mais moi, je voudrais savoir ce qui vous a motivé à tout plaquer pour aller vivre en Thaïlande. Et surtout, je voudrais que tu nous racontes votre vie d'avant. C'était quoi votre vie d'avant ? Alors pourquoi est-ce qu'on a tout plaqué ? Parce qu'on est un peu fou. Non, moi j'aime bien dire surtout qu'on n'a qu'une vie et que personnellement j'ai toujours eu un peu cette urgence de vivre, de faire ce que j'ai envie et de pas attendre 1 ou 2 ans pour réaliser des projets. J'ai la chance d'avoir un mari qui est exactement comme moi, donc on s'est très bien trouvé pour ça. Donc on a fait le choix de partir parce qu'on a toujours été un peu électron libre du coup avec mon mari, on se connaît depuis 7 ans maintenant. Et on n'a jamais réussi à rester vraiment en place quelque part. Donc il fallait toujours qu'on découvre de nouveaux lieux, de nouvelles adresses. On se lasse très vite de là où on est. Et on avait aussi envie de vivre un peu cette vie de recommencer tout à zéro, à l'étranger, découvrir une nouvelle culture, de nouvelles habitudes. Sur ce point, j'ai une petite question. Cette envie de vivre à l'étranger, tu vois, de tout reconstruire ailleurs, loin de vos repères en fait et je dirais de votre confort, c'est quelque chose qui est venu rapidement dans votre relation, tu vois. Est-ce que c'était un peu comme un prérequis, tu vois, vous saviez quand vous vous êtes rencontrés, que vous êtes rentrés dans cette relation amoureuse, tu vois, est-ce que c'était un point de rencontre vraiment de se dire en fait moi dans mes rêves j'aimerais trop vivre à l'étranger, moi aussi. Est-ce que c'était une base dans votre couple? Alors effectivement, il y a plusieurs choses en fait qui viennent un peu s'entrechoquer. Il y a surtout le fait que au bout de 3 semaines de rencontres, on a décidé de partir déjà une petite semaine, rien que tous les deux en van. Alors vraiment un tout petit van. On a loué ce tout petit van et on a fait un petit peu tout le tour de la Bretagne. On se connaissait à peine. Donc aucune intimité, etc. Donc on a vraiment appris à se connaître comme ça. Et en fait, déjà lors des premiers rendez-vous, on savait très bien que voilà, on aimait tous les deux voyager, qu'on avait tous les deux un peu cette envie de vivre aussi à l'étranger. En l'occurrence, mon mari a déjà vécu à l'étranger, a déjà été un peu expat avec son travail auparavant. Moi, j'avais déjà quand même pas mal bougé, voyagé aussi, et notamment au Japon. D'accord. Et là, le deuxième point, justement, c'est que depuis que je suis adolescente, l'un de mes rêves est de vivre au Japon. Donc, je suis allée en fait 5 fois à Tokyo parce que j'ai eu l'occasion que d'aller à Tokyo, pour le moment en tout cas. Et la première fois que je suis allée à Tokyo, j'avais 17 ans. C'était la première fois que je prenais l'avion, donc un très long vol déjà pour la première fois. J'ai été un peu lâchée comme ça dans les rues de Tokyo parce que du coup, j'allais chez ma tante qui habitait, mais elle travaillait. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses toute seule. Et après, j'ai enchaîné en fait un voyage par an à Tokyo. Et quand on s'est rencontrés du coup avec mon mari, on s'est toujours dit bah voilà, on a quand même cette accroche au voyage, on a envie d'être un petit peu libre de nos choix, etc. Et on a la chance aussi tous les deux de travailler sur Internet. Donc en fait, on n'a pas d'accroche physique en fait à cause du monde du travail. Donc ça c'est aussi une grande chance et on en est conscient. Donc on a déjà vécu aussi dans notre camping-car, on a fait des expériences en fait avant de partir vivre à l'étranger, ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Il y a quand même eu une réflexion avant. Par contre, quand la décision a été prise, là, on peut dire que ça s'est fait un peu du jour au lendemain. Mais on s'était déjà un peu préparé inconsciemment à le faire parce qu'on avait déjà vécu pas mal d'expériences avant, que ce soit des courts séjours à l'étranger ou des plus longs, une vie dans un petit espace réduit. Notre voyage en camping-car, notre fille avait que 3 mois en fait quand on l'a fait. Donc voilà, nos enfants ont toujours été aussi habitués voilà, à bouger partout, à voir du monde. Et à chaque fois qu'on s'est installé dans une nouvelle ville, on n'avait pas de famille sur place. Donc on a eu aussi cette espèce de fait qu'en fait, si on rechangeait d'endroit, ce serait pas plus compliqué en fait parce qu'on n'avait pas de famille déjà. Donc on avait déjà cette habitude de vivre quand même loin l'un des autres en fait. Il y a eu quand même un petit déclic, mais on s'était toujours dit dès qu'on s'est rencontrés que voilà, on s'autorisait à se dire bon bah voilà, on a envie de changer. Oui, c'est sûr qu'en ayant vécu toujours loin de vos familles, vous n'étiez pas attaché à un support système et au fameux village
dont on parle pour élever un enfant. En fait, vous étiez très habitué à vous débrouiller tout seul et à compter l'un sur l'autre pour tout ce qui était la charge de votre famille au final. Donc oui, ça vous faisait peut-être moins peur de partir loin. Et donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ce déclic et de ce choix pour la Thaïlande? On a toujours été du coup attirés par l'Asie. Mais l'Asie, c'est pas forcément non plus très très simple. On sait qu'il y a aussi beaucoup de questions de visa, l'administratif, etc. Et il y a surtout aussi une grosse question pour moi qui est la santé, parce que j'ai été diagnostiquée diabétique de type 1 à l'âge de 3 ans. Donc je dois quand même, là aujourd'hui, je reviens en France fréquemment du coup pour mon traitement, etc. Donc il y avait quand même aussi le choix d'une ville qui propose quand même des soins et en cas d'urgence, voilà, la possibilité de me faire soigner quand même. Et pourquoi la Thaïlande? Bah tout simplement parce qu'un jour, en fait, on a fait un visio avec des connaissances qui sont un peu dans le même milieu professionnel que mon mari et qui nous ont dit tout simplement, mais pourquoi est-ce que vous tentez pas? Nous, on habite Bangkok depuis 2 ans et on s'y plaît. Les hôpitaux sont géniaux. Vous verrez, il y a des très bonnes écoles pour vos enfants. Et nous, on vous conseille plutôt d'aller à Chiang Mai plutôt que Bangkok. Donc en fait, on a fait ce visio pendant 1 heure, 1 heure et demie, et c'est d'ailleurs aussi ce que je propose aujourd'hui à certaines familles qui veulent se lancer. On a parlé comme ça, en toute amitié en fait. Et au bout d'1 heure et demie de visio, on s'est regardé avec mon mari et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas en fait? Pourquoi est-ce qu'on se met ces bâtons dans les roues alors on a toujours été habitué à faire ce qu'on avait envie? Et ça c'était en juillet 2024. Et là, une semaine après, je pense littéralement, on avait booké nos billets d'avion pour aller découvrir la Thaïlande, donc uniquement Bangkok et Chiang Mai parce qu'on voulait quand même aussi voir la capitale, sans nos enfants, le lendemain de la rentrée scolaire. Donc on a pris des billets d'avion le 5 septembre, je crois, alors que la rentrée était le 4 pour ma fille. À l'époque, il n'y avait que ma fille qui allait à l'école. Et on a laissé nos enfants, en fait, l'espace de 15 jours chez ma sœur qui habite dans une ferme à côté de Limoges. Voilà, les parents sont quand même très détendus, hein, on va pas se le cacher. Et on part rien que tous les deux pour découvrir du coup Chiang Mai et Bangkok. Et on se met dans la peau de personnes qui veulent habiter Chiang Mai. Donc on fait pas les touristes, etc. Un petit peu quand même, parce qu'on a un peu quand même envie de profiter. Mais on se met surtout dans la tête que voilà, il faut qu'on fasse les trajets aller-retour de la maison qu'on avait repérée jusqu'à l'école, de l'école jusqu'à un supermarché, par exemple, pour après l'école si on a besoin de faire des courses. On a vérifié que dans les supermarchés, il y avait tout ce dont on avait besoin. On a été voir à l'hôpital comment était du coup le suivi d'un patient, etc. En fait, on s'est vraiment mis dans la peau de gens qui venaient habiter alors que la décision avait même pas été prise encore et que ça faisait que 1 mois qu'on avait eu cette idée en tête. Donc voilà, on fait ça. Au bout de 15 jours, donc on avait quand même repéré déjà une école et une maison. Oui, parce qu'en fait, tu dis... Vous avez eu ce visio et vous prenez les billets, mais vous avez quand même déjà repéré une maison. Vous êtes quand même, vous êtes déterminé. Au final, oui, la décision n'est pas prise, mais dans votre esprit, vous avez sacrément avancé et déblayé un peu le terrain parce que d'avoir déjà repéré l'école et la maison avant même d'être allé sur place, vous étiez déjà peut-être même parti dans vos têtes. On n'était pas vraiment parti parce que du coup on connaissait pas du tout le pays, mais un peu comme de toute façon quand on s'est installé à Bordeaux, on connaissait pas Bordeaux, quand on s'est installé à Lyon, on connaissait pas Lyon non plus. Mais là on s'est dit quand même on va pas trop jouer avec le feu, c'est quand même à l'autre bout du monde, quand même prendre des précautions. Donc en fait à l'espace de fin juillet jusqu'à début septembre, donc en 1 mois, on a cherché justement une maison, une école, etc. Comme ça, pour être sûr de le jour où on était sur place, de pouvoir tout visiter. Et en l'occurrence, on a été très content de ces choix-là. Mais je pense que même pendant notre voyage, je pense que mon mari, je pense qu'au bout de, je sais pas, à l'espace de peut-être 4 ou 5 jours, il était déjà OK dans sa tête. Mais on s'était dit mutuellement, non, on finit notre voyage, on rentre à la maison, parce qu'on a toujours une vision aussi différente quand on retourne à la maison. On retourne à la maison, on réfléchit un peu pendant une semaine et ensuite on prend la décision. Donc c'est ce qu'on a fait. Et retour à la maison, on a dit allez go, on y va. Donc là, c'est enclenché quand même pas mal de démarches, aussi au niveau de la santé, pour notre chien, etc. Donc c'est quand même des choses assez lourdes à gérer, en plus de notre boulot respectif. Sauf que moi, j'ai la chance d'être créatrice de contenu et j'ai quand même pas mal de temps aussi à côté à consacrer à tout ça.
sachant que j'ai aussi une grande passion pour tout ce qui est organisation, voyage, organisation, petites choses de la maison, machin. Donc j'aime bien me faire des petites listes, j'aime bien organiser un petit peu tout ça. Je suis électron libre, mais j'aime bien que tout soit un peu carré aussi. Et donc à partir du moment où on est rentré en France en septembre, on a mis quand même pas mal de temps à trouver après à quelle période on allait déménager. D'accord. Ça a été une vraie question. Au début, on s'était dit on va attendre la fin de l'année scolaire. Charlie vient de rentrer à l'école, on va pas encore changer ses habitudes en sachant que c'était quand même une enfant très timide et ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Une enfant timide qui parle pas beaucoup, qui avait déjà un peu de mal à parler à l'école, qui a besoin quand même de repères, qui a vécu quand même longtemps avec nous aussi par le fait de cette expérience en camping-car et tout ça très proche de nous. Donc en fait, on se dit au début, bon, on va partir en août, c'est la meilleure des décisions. On passe les fêtes de fin d'année avec nos proches. On a le temps de tout préparer, de leur dire un peu au revoir, de passer aussi peut-être quelques anniversaires du coup avec nos proches. Et au final, en regardant les billets d'avion, en étant lancée dans les démarches, mon mari me dit mais moi en décembre, je pense que mon visa et tout est fait en fait. Donc on regarde les billets d'avion et il s'avère que la période de décembre était beaucoup moins chère. Donc on prend des billets d'avion avant Noël, pour partir avant Noël. Oui, vous rentrez de votre voyage de reconnaissance en septembre et 3 mois après, vous êtes dans un avion pour partir. En sachant que j'ai quand même eu un coup un peu au moral en me disant bah voilà, on va pas passer les fêtes de fin d'année avec nos proches. Très attachée quand même à la période de fin d'année. Pour moi, c'est justement retrouver la famille, vu qu'on est un peu tous aux quatre coins de la France. J'aime bien toute cette festivité, toute cette bonne ambiance. En fait, c'est vraiment une période que j'aime. Et je m'étais dit, en Thaïlande, il y aura pas un sapin de Noël. Enfin, ça va être très décevant d'arriver pile poil à cette période. Que voilà, au début, j'étais quand même un peu sur la retenue à ce niveau-là. Oui, et puis j'imagine que dans la projection que toi t'avais au départ, tu dis on passe les fêtes de fin d'année avec tout le monde, ça nous laisse l'occasion de dire au revoir. Bah là, il faut dire au revoir hyper vite aux gens. Et oui, toi tu sais que tu pars et que t'es pas là pour les fêtes de fin d'année, mais tous ceux qui restent, ils savent que vous êtes pas là non plus. Et surtout, vous avez 2 jeunes enfants. Enfin, mine de rien, on sait que les fêtes de fin d'année en France c'est hyper important et quand on a des enfants, on en fait des caisses, quoi. Donc c'est encore plus magique, c'est encore plus joyeux, c'est encore plus merveilleux. Ça m'amène à la question de vos familles. Tu vois, comment ils ont reçu ça? Vous leur aviez dit que vous aviez ce projet, cette envie de partir, que vous aviez eu un call avec des gens à Bangkok? Je vois que tu hoches de la tête en faisant non. Ça a été la surprise? En fait, je crois que le jour où on a pris les billets d'avion pour aller découvrir, du coup, on avait déjà prévenu ma sœur, puisque évidemment, c'est elle qui allait garder nos enfants, en sachant qu'elle a déjà 4 enfants, donc il fallait quand même qu'elle s'organise. Mais en fait, on leur avait jamais dit, nous, on a comme projet je sais pas, comme certaines familles peuvent le dire, peut-être dans 2 ans de vouloir partir à l'étranger. On est en train de commencer à faire des démarches, etc. Nous, on n'en avait jamais parlé. Mais de mon côté, ça a plutôt été bien pris, même si je pense que ça a été quand même assez difficile. Mais ça a été bien pris parce que j'ai ma tante qui a été expat pendant 20 ans. Et du coup, on a toujours eu quand même un peu ce schéma de voir une partie de notre famille qui n'était pas forcément toujours là. Mais à côté de ça, qui nous permettait de voyager parce qu'on allait quand même les voir. Donc en fait, ma famille a dit « Ah, ça nous étonne pas trop. » Après, du côté de mon mari, ça a été un peu différent. Eux aussi eu un peu une vie atypique. Mon mari a grandi sur un bateau à Saint-Pierre-et-Miquelon et aussi éloigné d'un peu de tout. Donc on a tous les deux quand même des profils qui sont atypiques mais c'est quand même aussi un choc pour la famille. Je crois que ma maman, après, ce qui était assez rigolo, entre guillemets, c'est que plusieurs mois après, je leur ai demandé de me faire un petit texte en me disant qu'est-ce que ça leur avait fait le jour où on leur avait dit qu'on allait déménager en Thaïlande. Et ma maman m'avait dit quelque chose dans le genre, on était super content pour vous parce qu'il faut toujours suivre ses rêves et ses envies. Il faut jamais avoir de regrets de pas avoir essayé. Mais elle m'a dit ça a fait comme un peu une rupture. Donc voilà, j'imagine que quand même ça a été difficile et en plus le fait que ça soit avant les fêtes de Noël, encore plus difficile je pense. Mais ils nous ont jamais dit non, ne faites pas ça, ils ont jamais été contre en fait ce choix. Et dans tout ça, les enfants, vous leur avez dit quoi? Vous les avez préparés? Vous leur avez juste dit très simplement on va aller vivre ailleurs? Ou est-ce que vous avez mis en place, tu vois, un arsenal
je sais pas, le déménagement, ça ressemble à ça, même s'ils en avaient déjà vécu plusieurs, notamment pour Charlie. Est-ce que vous avez sorti l'artillerie Choupi déménage, Petit Loup déménage, la totale? Ça s'est passé comment pour eux? Non, pas du tout. On a fait ça vraiment très simplement en leur disant que voilà, quand on a été visiter, du coup, papa et maman vont dans un autre pays, ils vont voir si on va peut-être habiter là-bas. On leur en avait pas parlé plus que ça. Par contre, Charlie le savait un peu plus. Bon, Marceau était plus petit, donc ça fait 1 an et demi qu'on est là. Il a eu 4 ans, donc voilà, il était quand même plus petit. Charlie avait un peu compris ce qui se passait, notamment parce qu'en fait, on avait prévenu son école qui avait quand même un projet de partir vivre à l'étranger. Donc, en fait, il y avait même ses copains qui en parlaient, qui disaient « Ah, Charlie, elle va peut-être aller vivre en Thaïlande, ouah, sous le soleil !» Ils commençaient tous à se raconter des petites histoires, etc. Donc, c'était assez chouette. Et on avait même prévenu la maîtresse qu'on allait leur donner des nouvelles, etc. quand on serait sur place, quand on aurait visité l'école, pour pouvoir faire un lien. Mais on n'a jamais acheté une tonne de livres pour leur expliquer qu'est-ce que c'était. On a toujours estimé que nos enfants nous suivaient. Ils ont été habitués comme ça. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Ça dépend des familles. Mais en tout cas, nous, c'est la façon dont on fonctionne en fait depuis toujours. Tout s'organise. Vous êtes rentrés en septembre. Vous prenez vos billets d'avion en décembre. Vous serez partis avant les fêtes de fin d'année. J'imagine qu'il n'y a pas de conteneur qui part, puisque là, vous partez à vos frais, vous partez pas dans un accompagnement d'une mobilité d'une entreprise. Donc, j'imagine que vous avez fait du tri dans vos affaires. Est-ce que tu peux nous partager ça et aussi nous amener sur votre arrivée en Thaïlande, vos premiers jours avec vos enfants, parce que là, cette fois-ci, c'est très différent de la première fois. C'est comment d'arriver dans un pays que tu as vu une fois avec tes 2 enfants en te disant, ça va être ici ma vie maintenant avec ma famille? Alors effectivement, on part pas du coup avec tout notre appartement. Donc on était en location, donc on a vidé tout notre appartement. Donc on a petit à petit en fait vendu des choses, donné des choses. Il y a des choses quand même qu'on a laissées à mes parents qui sont actuellement en région parisienne, donc on a fait quelques cartons. Et ça a été un moment un peu difficile quand même pour moi parce qu'il y avait pas mal de choses qu'il fallait donner ou qu'il fallait vendre et les enfants y étaient attachés. Ils avaient de très belles chambres en fait quand on habitait à Lyon. Moi j'adorais décorer les chambres, ils avaient plein de choses, etc. Donc, il a fallu petit à petit, en fait, vider. Donc, on a fait étape par étape. Au début, on a enlevé que les livres qu'ils aimaient pas. Après, on leur a dit, bon, voilà, dans ces livres-là, tu refais un choix. On a essayé d'être quand même très lisse là-dessus. On n'a pas tout enlevé du jour au lendemain. Mais ça a été quand même très difficile parce qu'il faut se séparer de toute sa vie, en fait. En l'occurrence, on est parti avec 5 grosses valises soutes et 4 valises cabines, plus une poussette, plus la cage de notre chien. Et ouais. Donc, en fait, ça fait quand même pas mal d'affaires. Mais sur l'espace d'une vie, et surtout avec des enfants, ça fait pas grand-chose. En sachant qu'il y avait quand même, je crois, 3 valises cabines qui étaient dédiées rien qu'à mon traitement, donc à mes médicaments. Donc, il reste quand même 5 grosses valises, mais il y avait aussi tout le matériel audio et pour filmer tout ça de mon mari. Il y avait quand même une grosse valise qui contenait que des vêtements. On a quand même aussi emmené quelques souvenirs, donc on aime bien à chaque fois qu'on part en voyage ou qu'on fait un événement, un baptême, un anniversaire, on a des boîtes où on met quelques petits souvenirs de ces événements-là. Et pour moi, c'était rédhibitoire. Je voulais les emmener, je voulais qu'on les ait avec nous. Mine de rien, ça va quand même très vite. Donc voilà. Et après, on a fait aussi pour chaque enfant, tu choisis 5 jouets que tu aimes, je sais pas, 20 livres. Et là, au moment où vous partez, Charlie et Marceau, ils ont quel âge? Donc à l'époque, Charlie a moins de 4 ans et Marceau a en fait 2 ans et demi. Et oui, pour des tout petits, c'est quand même assez violent. Ce qui leur arrive est quand même assez compliqué. Mais on les accompagne quand même là-dedans. On leur dit, on enlève ce jouet-là, mais t'en auras un nouveau. Ou on en profite aussi pour leur dire, tu as grandi, donc tout ça, par exemple, tu n'en as plus besoin. C'est quand même assez compliqué. On leur fait quand même la promesse de garder certaines choses qu'ils voient. On les met dans des caisses et on les dépose en fait chez mes parents. On leur dit quand même aussi, on les accompagne là-dedans et on leur donne des petits tips aussi pour pas que ça soit un moment hyper choquant pour eux. Il faut qu'ils en gardent aussi un bon souvenir, c'est notre but. Sinon, il n'y a aucun intérêt de faire ça, en fait, si c'est pour qu'il y ait un membre de la famille qui se sente pas bien. Et c'est pareil aussi pour notre chien. On a fait en sorte qu'il aille bien, qu'il puisse s'adapter, etc. Mais c'est exactement la même chose. Pour nous, il faut que chaque membre de la famille essaye d'y trouver
voilà, une nouvelle aventure, mais dans le bon sens, dans le positif. Bien sûr. Donc vous arrivez en Thaïlande. Qu'est-ce que vous avez mis en place avant d'arriver? Est-ce que vous avez déjà votre maison? Est-ce que vous avez loué à distance la maison que vous aviez repérée? Est-ce que vous avez déjà inscrit les enfants à l'école ou l'école attendait de voir les enfants, de les rencontrer? Est-ce qu'il y a une obligation scolaire? Et surtout, comment ça s'organise aussi pour Marceau, qui est plus petit? Est-ce que vous le gardez avec vous? Est-ce qu'il va à la crèche? Ça s'est passé comment tout ça? Nous, on arrive, on a déjà notre maison qui nous attend. On avait déjà fait le contrat et tout ça en fait à distance. Et on choisit justement une résidence privée fermée avec une maison de style européen pour justement que les enfants puissent s'y retrouver et que l'adaptation soit plus facile pour eux. On choisit aussi une école française. Il n'y en avait qu'une et elle venait juste d'ouvrir quand on a visité. Ça faisait 4 jours qu'elle était ouverte. Voilà, on veut quand même que la transition soit souple pour les enfants. Donc voilà, on leur met plein de petites choses comme ça à disposition qui font que c'est un peu la continuité de notre vie française mais en Thaïlande. Et par la suite, voilà, par exemple là on a tout juste redéménagé pour une autre maison qui est un petit peu plus taille. Mais au début, quand on s'est installé, pour nous c'était très important que les enfants puissent s'y retrouver. Les enfants, du coup Charlie, elle ne reprendra l'école que en janvier, donc on arrive début décembre. Et elle reprend l'école qu'en janvier. Donc on décide de lui faire une petite adaptation justement dans ce nouvel environnement, qu'elle découvre un peu notre quartier. Pour nous, c'était inconcevable de la mettre tout de suite à l'école. Impossible. Et au niveau de Marceau, donc lui, il avait une nounou juste avant de partir. On avait fait le choix de pas le remettre chez la nounou en septembre parce qu'on savait qu'on avait potentiellement envie de partir. Que là, en l'occurrence, c'est nous qui l'avons gardé jusqu'à ce qu'il aille à l'école, donc septembre d'après. Donc voilà, on avait tout ce mois de décembre ensemble, en famille, aussi pour notre chien, pour qu'il puisse s'adapter. Donc vraiment, tout ce mois de décembre, on l'a consacré à l'adaptation de notre famille. Et toi qui avais des craintes sur il n'y a pas de sapin en Thaïlande, c'est comment Noël en Thaïlande? C'est différent de la France, on va pas se le cacher, mais il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire quand on est arrivé dans notre nouvelle maison, c'est que notre propriétaire nous avait installé un sapin dans le salon. Ah, c'est super sympa. Elle avait installé un petit sapin et les enfants étaient très contents. Moi, j'étais là, waouh, super. Du coup, c'est bon, toutes mes craintes se sont envolées. On va pouvoir quand même fêter Noël, même si on sait que ce sera différent. Et en fait, ce qui est de rigolo, c'est que du coup, eux ne fêtent pas Noël en tant que fête religieuse aussi, mais ils adorent alors faire la fête et mettre des décorations partout. Donc en fait, j'ai limite envie de dire parfois qu'il y a plus de décorations en Thaïlande qu'en France. Donc en fait, on est arrivé en Thaïlande. Alors oui, effectivement, il fait 30 degrés, donc c'est pas du tout la même ambiance. Mais il y a quand même toute cette atmosphère en fait de fête qui est là. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça m'a enlevé quand même, oui, toutes ces craintes. Même si c'est quand même un Noël que ça a été quand même difficile. Un peu aigre-doux. C'est ça. Contente et dans l'excitation de cette nouvelle vie, de découvrir plein de nouvelles choses. Et heureusement, je pense que ça faisait aussi pas longtemps qu'on était là, parce que si on était parti par exemple en septembre et qu'après on avait enchaîné du coup Noël, décembre en fait, je pense qu'on aurait plus eu cette excitation des premiers jours et du coup ça aurait fait que ça aurait été encore plus difficile je pense pour moi. Là on était un peu dans l'euphorie, on fait des choses dans la maison pour que ça soit à notre goût, on l'aménage un peu, on fait notre petit cocon. Donc en fait on était tellement occupés et excités que ça a été. Mais oui, quand même difficile pour moi. Et aujourd'hui encore, quand j'en parle, je me dis, ouais, c'était un pari qui était quand même assez fou. Et si tu te replonges sur ton état d'esprit à l'époque, tu vois, tu dis c'était difficile. Qu'est-ce qui était si difficile? Je pense que c'est aussi en tant que maman de pas contrôler ce qui va se passer en fait. C'est plus ça, c'est de se dire que alors moi quand il y a Noël, anniversaire, j'adore tout préparer, il faut que ça soit carré, j'adore organiser les anniversaires de mes enfants. Si vous allez voir mes réseaux sociaux, c'est toujours 3 tonnes de ballons, tout dans le thème que mon enfant a choisi. Donc voilà, j'aime bien aussi cette espèce de contrôle. Donc du coup, je pense que c'est aussi ça, de pas savoir ce qui allait se passer. Question toute bête, mais par exemple, est-ce que je vais trouver les jouets que mes enfants ont envie d'avoir? En tant que maman, c'est quand même difficile de se dire déjà que mes enfants sont un peu tristes de pas avoir la famille. Si en plus ils sont déçus, c'est difficile. Donc je pense que c'était aussi ça, de pas avoir le contrôle sur tout et de perdre en fait les habitudes qu'on avait
depuis 3 ans à Lyon. Voilà. Et aussi après, bien sûr, tout le fait que la famille ne soit pas là, bien entendu. Mais je pense que oui, moi, c'était plutôt le fait de pas contrôler, en fait. C'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis oui, en fait, quand on est maman, on se pose plein de questions et tout de suite, il y a un peu ces craintes sur, je vais dire, une charge mentale ou logistique de famille, tu vois, ben oui, où est-ce que je vais leur trouver leurs jouets, où est-ce que je vais les habiller? Enfin, moi, c'est des questions qui me parlent énormément parce que quand moi j'ai eu mon enfant, c'est un peu à ça que je me suis heurtée. Quand t'es arrivée, toi, qui t'a aidé en fait à savoir où trouver les jouets, où trouver des fringues pour tes enfants? Est-ce que c'est facilement identifiable? Est-ce que tu as rencontré des femmes expats ou des femmes thaïlandaises, maman? Tu vois, la transmission de l'information, elle s'est fait comment sur tous ces sujets liés à tes enfants? Avant d'intégrer l'école, en fait, de mes enfants, on va pas se le cacher, en fait, on a tout fait tout seul. On a essayé de trouver nos repères tout seul, on a essayé de tout faire en fait tout seul et surtout le fait qu'en fait on arrivait en plein dans la période de fête de Noël. Donc ensuite les enfants, par exemple à l'école française et tout ça, étaient en vacances. Donc en fait on pouvait pas en plus organiser un espèce de playground avec les mamans pour essayer de faire connaissance et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en fait maintenant pour les nouvelles familles qui arrivent. C'est même moi qui ai organisé le dernier là justement dimanche. Mais là en l'occurrence c'était en plein dans les fêtes de Noël et tout ça donc en fait il y avait peu de contact en fait avec d'autres familles. C'est après qu'on s'est créé vraiment un petit cercle de parents, etc. Au début, j'ai toujours aussi été un petit peu sur les groupes de francophones et tout ça pour la Thaïlande. Donc j'essayais de pas mal de piocher certaines infos, certaines idées là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait tout seul en fait au début. Donc pour le coup, on s'est vraiment débrouillé tout seul. Tout ce qui était petites choses du quotidien et tout ça, c'est en cherchant, en allant à droite à gauche qu'on a trouvé. Et c'est bien après, du coup, quand justement Charlie a intégré l'école, bah maintenant dès qu'on a un problème, enfin dès qu'on a besoin de quelque chose, on s'entraide en fait entre parents. Et c'est justement l'une des choses qui est incroyable ici à Chiang Mai et que je pensais pas du tout retrouver ici, c'est qu'il y a vraiment un cercle d'entraide qui est génial. C'est chouette ça. Enfin, je pense que ça rend l'aventure bien plus douce. Il y a une chose auquel je m'attendais pas, c'est que aujourd'hui on se sent si bien socialement parlant. Dès qu'on a un petit truc ou même voilà, on a envie d'aller à la piscine, on se dit on va essayer d'y aller avec quelqu'un. Hop, il y a toujours quelqu'un qui répond présent, toujours dans la bonne humeur et tout ça. Donc il y a même des week-ends, des fois on a l'impression d'être en vacances. Tellement voilà, il y a cette espèce d'engouement de bonne humeur et puis des gens sur qui on peut compter. C'est chouette d'entendre ça. Donc tu nous as partagé tes craintes en tant que maman. Est-ce que quand vous êtes arrivée, il y a eu des moments où de grâce, vraiment les super bonnes surprises de l'expat et à contrario des moments où vous vous êtes dit mais qu'est-ce qu'on a fait là? Oui, il y a eu des moments, bah voilà, comme je te disais, quand par exemple on rencontre des personnes et qu'on passe des super week-ends, par exemple on part en road trip avec d'autres familles et tout ça, là pour le coup on se dit ouais, on a fait un choix qui est incroyable, on regrette absolument pas. A contrario, oui, il y a eu des moments où on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça en fait? Et puis maintenant c'est difficile de faire marche arrière là tout de suite. Faut de nouveau tout rechanger, etc. Et puis ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Notamment, par exemple, quand moi, je dois retourner en France tous les 6 mois. C'est quelque chose, on s'était un peu préparé, mais pas assez honnêtement, de se dire, voilà, tous les 6 mois, je suis obligée de retourner en France. Il y a la question aussi que c'est un peu frustrant souvent parce que c'est une somme qu'on pourrait mettre pour un autre voyage. Nous, on a envie de découvrir toute l'Asie. On se dit, on a envie de profiter d'être en Thaïlande pour pouvoir découvrir l'Asie. Et c'est vrai que du coup, le fait de retourner en France à chaque fois, c'est un budget. Donc, c'est de l'argent qui part pour la France et pas pour découvrir les pays autour de nous. Pour ça, il y a des fois où, par exemple, et puis en termes aussi d'organisation, parce que du coup, j'ai la chance de pouvoir partir l'été avec mes enfants. Mais mon mari reste en Thaïlande. C'est un choix qu'on a fait, accepté des deux côtés, mais c'est pas non plus super évident parce que bon, ça veut dire que pendant 1 mois et demi, on se voit pas avec mon mari. C'est un choix budgétaire parce que ça 4 billets, c'est plus que 3 billets d'avion. Donc là, ça commence à chiffrer aussi parce qu'on a notre chien. Donc laisser notre chien pendant 1 mois et demi dans une pension, c'est pas envisageable pour nous pour l'instant tant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un
ou du moins un endroit sur lequel on peut vraiment avoir confiance. Donc oui, il y a plein de petites questions comme ça qu'une fois qu'on est installé, on remarque que oui, tout n'est pas rose. L'expatriation, c'est pas toujours tout rose. Il y a aussi des moments où, par exemple, il se passe quelque chose en France. Il y a des périodes, oui, là, ça fait 1 an et demi que du coup on est installé en Thaïlande et il y a parfois eu des périodes où on s'était dit on aurait bien aimé rentrer et on n'a pas pu. Dans la vie de tous les jours, on est mieux là où on est. Mais c'est plus quand il y a des événements ou quand arrive le week-end et par exemple, je sais pas, nos amis ne sont pas dispo, on se dit on aurait bien aimé aller manger chez nos parents par exemple. Je sais que l'école a été un peu plus difficile pour Charlie que peut-être ce que vous aviez imaginé. Dans ma question de savoir si s'il y avait pu avoir des situations qui auraient pu remettre tout ce projet de vie en cause, est-ce que par exemple cette situation que vous avez vécue avec Charlie, que je vais te laisser nous raconter, a été par exemple à soulever ce genre de questions ou pas du tout? Et surtout, que tu nous racontes comment vous avez fait face à ça, parce que c'est quand même un sacré truc, je trouve. Oui, donc du coup, notre fille n'a pas parlé toute sa première année scolaire. Elle ne parlait plus à l'école, mais elle parlait à la maison. Oui, à l'école. En moyenne, et ce qui est assez incroyable, et ça c'est les enfants et mes patrons toujours, c'est que dès qu'elle passait le portail de l'école, elle ne voulait plus parler, que ce soit à mon mari, moi ou même son frère. En fait, elle ne parlait plus, elle ne lâchait plus un mot. Et le soir, quand on sortait, qu'elle repassait le portail, blablabla, blablabla, pendant des heures jusqu'au coucher en fait. Donc en fait pendant longtemps ça a été comme ça et même mentalement pour elle, je sais pas comment elle a réussi à gérer ça et on n'a jamais su en fait ce qui s'était passé. On a essayé de l'accompagner donc au tout début on lui disait pas est-ce que tu veux pas parler, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas à l'école, est-ce que c'est le fait qu'il y ait aussi beaucoup de mixité de culture, donc il y a des enfants qui parlent thaï, il y a des enfants qui parlent chinois, il y a des enfants qui parlent anglais, il y a des enfants qui parlent rien de tout ça. On s'est dit peut-être que c'est un petit peu difficile pour elle de s'y trouver. Donc on a essayé un petit peu de l'accompagner et tout ça en même temps avec la maîtresse, de lui dire il faut pas non plus trop la brusquer, mais ce serait bien quand même qu'elle arrive à dire quelque chose. Et en fait du jour au lendemain, on sait pas trop pourquoi, mais il y a un de ses camarades de classe qui a dit mais en fait Charlie elle ne sait pas parler, elle nous dit jamais rien, quand elle joue avec nous c'est compliqué. Et en fait à partir de ce jour-là, elle a parlé. On n'a jamais su pourquoi et jamais dans toute cette phase, nous, on n'a pas eu de culpabilité en disant c'est de notre faute, c'est peut-être du fait qu'on soit parti un peu trop tôt, elle n'a pas eu le temps de se préparer. On a toujours été dans la bienveillance, bien évidemment. Moi, en tant que maman, quand même, c'était assez difficile, mais je me suis dit que ça allait s'arranger un jour ou l'autre. Moi, je suis plutôt de nature positive pour tout ça. C'est comme les adultes, quand on change d'environnement, on change tous nos repères, on a besoin d'un temps d'adaptation et je pense que c'était la même chose pour elle. Il y a juste un jour où je pense qu'elle a dû en avoir marre que les autres pensent qu'elle n'était pas capable. Mais nous, on a fait ça passer comme si c'était normal. Donc on lui a dit t'as parlé aujourd'hui à l'école maintenant. Mais du coup non, pour nous ça n'a pas été une question de se dire est-ce qu'on doit retourner en France, parce qu'on savait qu'elle avait aussi déjà un peu ce côté très timide de toute façon en France. Pareil, on a beau dire qu'ils s'adaptent très vite, ça dépend des enfants, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses en réalité. Et je pense qu'il faut juste laisser le temps de pouvoir encaisser ce qui se passe et aussi de se faire peut-être des super bons copains, un bon entourage avant de se sentir à l'aise. Moi, je me suis pas sentie à la maison tout de suite non plus. Je me suis aussi laissé le temps. Et toi, ça t'a pris combien de temps de te sentir à la maison ? Moi, je pense que ça m'a pris 6 mois environ. On est arrivé en décembre et je pense que je crois que c'était une semaine avant mon retour en France, du coup l'été. Donc tous les 6 mois, je retourne en France. Donc je crois que c'était une semaine avant de retourner en France où je me suis dit je me sens à la maison maintenant et je dois retourner en France. Ouais. Je me souviens encore avoir dit ça. Ça y est, on a un petit cercle d'amis, on a nos petites habitudes. L'école, ça se passe bien malgré que Charlie, elle parlait toujours pas, mais ça se passe quand même relativement bien. Elle avance correctement. Damien avait l'air de bien bosser dans son travail. On était tous un peu alignés. Donc du coup, 6 mois. Est-ce que dans cette arrivée, tu vois, dans ce rétro, enfin un peu quand tu regardes dans le rétroviseur, tu vois, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis peut-être que si je les avais fait différemment, ça aurait pu être peut-être plus simple pour moi, ou est-ce que tu as identifié des choses qui auraient pu être anticipées ou préparées différemment ?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as identifié que tu aurais pu faire différemment pour te permettre d'arriver de manière plus douce et encore faciliter cette adaptation, cette intégration? Honnêtement, je pense pas. Je pense que ça doit se faire sur place. C'est tout bête, mais c'est retrouver en tant que femme, je sais pas, un coiffeur ou je sais pas, une esthéticienne. C'est tout bête, mais le jour où on a vraiment retrouvé tous nos petits repères, en fait, on se sent vraiment à la maison. Donc en fait, non, ça aurait pas pu être fait au préalable. C'est aussi, bah voilà, trouver ses repères dans sa nouvelle maison, tout ça. Donc en fait, moi je pense que ça se fait vraiment sur place, en fait, une fois qu'on y est. Il faut juste se dire que ça peut pas se faire du jour au lendemain non plus. Puis c'est aussi accepter de plus parler que en français. Nous, on parle beaucoup en anglais. On parle pas encore thaï, mais on parle beaucoup en anglais. Il faut aussi cette adaptation d'arriver à switcher entre les deux langues et tout ça. Donc ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais, je suis d'accord. Il y a plein d'éléments qui font que pour se sentir chez soi, il faut plein de petits repères, ouais, de la vie quotidienne et de savoir aussi se construire, oui, un entourage bienveillant et des points de repère qui sécurisent au final. Alors tu le sais, dans le podcast, il y a une petite partie où je pose toujours des questions sur les fêtes et les traditions locales. J'aime demander à mes invités s'il existe des fêtes qui mettent à l'honneur les enfants, et si oui, lesquelles, et aussi qu'elles me partagent les fêtes qu'elles aiment célébrer avec leurs enfants. Alors ça peut être fête ou une tradition ou une pratique locale. En fait, ce qu'il y a d'un peu spécial quand on est expatrié, c'est qu'on fait plus de fêtes que quand on était en France. Parce qu'on fait aussi bien les fêtes thaï, on fait le nouvel an chinois aussi. Et on garde aussi du coup nos traditions françaises. Il y a des choses sur lesquelles on était attachés en France et qu'on fête toujours, typiquement la galette des rois. On a plus de mal à en trouver, mais on fête toujours la galette des rois. On fête toujours Pâques. C'est pareil, les chocolats sont pas les mêmes en Thaïlande qu'en France, ça fond plus vite. Donc on a gardé les mêmes fêtes en fait qu'on avait en France et on a juste ajouté de nouvelles fêtes. Donc par exemple le nouvel an thaïlandais qu'on aime parce que c'est une grande fête de l'eau où tout le monde s'arrose, etc. Donc c'est très convivial. C'est célébré chaque année à la même période? Ouais, c'est célébré chaque année à la même période. Mais cette année, par exemple, on a beaucoup aimé fêter le Nouvel An chinois avec nos enfants parce que du coup, on va dans le quartier chinois de Chiang Mai et il y a des grands dragons, il y a beaucoup de musique. Les enfants ont vraiment adoré, tout le monde se rassemble. C'est souvent très chouette les fêtes ici parce qu'il y a une très bonne ambiance, c'est très chaleureux. Il y a souvent beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enfants. Souvent à l'école, il y a beaucoup de fêtes aussi qui sont organisées où les enfants du coup sont mis à l'honneur. Les parents sont souvent conviés à l'école. Il y a beaucoup tout ce qui est concours de chant, de danse. En Thaïlande, ils aiment beaucoup tout ça et c'est très chouette. Super. Et enfin, je vais te demander en quoi cette expatriation impacte ta maternité. Est-ce que tu as identifié des choses sur lesquelles ça impacte ta maternité? Il y a certaines choses, je dirais, qui sont un peu plus compliquées à gérer quand on est une maman. Notamment, par exemple, les repas. Je trouve qu'ici, je sais jamais ce que je dois faire à manger à la maison pour mes enfants. Il y a aussi le fait qu'on marche beaucoup moins en extérieur. Par exemple, quand on était en France, on aimait bien dire « Ah, les enfants sont un peu énervés, donc on va faire une petite marche ou on va au square jusqu'à côté de la maison. » Ici, c'est plus compliqué, on marche moins. C'est moins adapté, en fait, à tout ça. Donc, on prend plus les véhicules. Donc en termes d'organisation, pour moi, des fois où c'est pas pareil en fait. Donc, mais ma maternité en tant que telle, non, moi je suis toujours aussi proche de mes enfants. Au contraire, je pense que je suis encore plus présente pour eux. On a des horaires qui font qu'on est beaucoup plus avec nos enfants que d'autres familles, peut-être. On passe tous nos week-ends avec nos enfants, on leur consacre beaucoup de temps pour les jeux. Tous les week-ends, on essaye au moins de voir une famille qui a aussi des enfants. Et quand tu parles là tu dis oui, c'est pas adapté pour les enfants, on peut pas marcher dehors parce que le lifestyle est comment à Chiang Mai? En fait, c'est les gens sont à l'intérieur, c'est plutôt des maisons, c'est des immeubles bas, des immeubles hauts, tu vois, ça c'est comment être un enfant à Chiang Mai? C'est des maisons ou sinon oui, des bâtiments mais très peu hauts en fait, très bas quand même. Mais en fait, ce n'est pas adapté pour la marche. Tout
simplement. Ce qui est très drôle, c'est que par exemple, quand ils font un marché, parfois ils descendent pas de leur scooter. Donc voilà, nous en France, c'est carrément impensable. On aime bien aller au marché le dimanche parce que voilà, ça nous fait notre petite balade aussi en famille. Ici, c'est complètement différent. Voilà, le style de vie n'est pas le même. Et rien n'est adapté en fait pour marcher dehors. Quand on a vraiment envie de prendre l'air, nous c'est ce qu'on fait. Si on prend notre scooter et on part par exemple dans la montagne, on a la chance d'être vraiment à côté des montagnes et donc du coup là on respire et on trouve des petits spots pour justement pouvoir marcher un peu le long d'une rivière, pouvoir marcher dans un grand parc. Mais c'est vrai que sinon la ville en elle-même n'est pas faite en fait pour se balader à pied. Tu vas pas dire avant d'aller à l'école, on va à la boulangerie à pied, et puis après on ira à l'école à pied, et puis ce soir en sortant de l'école on va aller au square après l'école à pied. Ici c'est pas possible. Donc il faut trouver d'autres astuces et il faut s'adapter. Bien sûr. Et ils ont la culture un peu du playground ou pas du tout? Il y a des structures de jeux accessibles à tous les enfants ou ça existe pas trop? Il y en a partout. Il y en a partout. Ouais. Aussi bien intérieur qu'extérieur, aussi bien payant que gratuit. Ça, il y en a absolument partout. Et je dirais même que c'est pour tous les âges. Des fois, c'est vraiment pour les tout petits. Et puis, on retrouve aussi un peu pour les plus grands. Il y a aussi beaucoup de jeux d'arcade et tout ça. Donc, non, en termes de jeux et de playground, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est juste que voilà, il faut se déplacer autrement. Bien sûr. Et je vais te demander également, est-ce que tu as appris quelque chose en particulier sur toi avec cette maternité à l'étranger? Est-ce que ça a développé une force, une compétence, révélé quelque chose en toi? À lâcher prise et à me dire que des fois, même si c'est pas organisé, c'est pas grave, ça ira quand même. Ouais, surtout le lâcher prise et le fait d'être... Ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, mais tu vois ici par exemple les enfants, tu peux les laisser jouer dehors et puis toi tu seras à l'intérieur en train de boire ton café. C'est très sécurisé, les enfants jouent ensemble, il va rien se passer. Et toi, quand tu arrives de France, c'est difficile de te mettre dans la tête que voilà, ça va être comme ça et que tu peux le faire ici. Donc je pense que c'est plus un lâcher prise sur aussi toutes les habitudes qu'on avait avant et se dire que bah voilà, mais c'est toujours pareil, c'est l'adaptation aussi. Mais moi en tant que maman, ouais, je suis plus cool, plus relax. Voilà, si une famille nous dit dans un quart d'heure vous arrivez au night market, on vous attend, ok, pas de souci. Les enfants vont se coucher 2 heures plus tard que d'habitude, pas de souci. On est plus détendu. Oui, et puis les enfants grandissent aussi. C'est ça aussi, donc du coup ils grandissent en même temps qu'on apprend à vivre autre part. Ouais, c'est chouette. Et la dernière question, je vais te demander, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des futurs parents expatriés ou nous partager le conseil que toi t'as pu avoir quand t'es arrivé ou au contraire le conseil que tu aurais adoré avoir en fait, qui aurait pu t'aider? De se laisser le temps, tout simplement. De pas vouloir aller trop vite. Si votre enfant il a besoin d'1 mois d'adaptation au lieu d'1 semaine, c'est pas grave. Il faut pas essayer d'aller trop vite. Et notamment nous, voilà, par exemple, dans le fait d'organiser tout en l'espace de 3 mois avant notre départ. Si vous avez la possibilité de le faire en plus longtemps, faites-le en plus longtemps. Peut-être que aussi vous, psychologiquement, ça vous prépare mieux. C'est quand même un changement de vie qui est immense, aussi bien en tant que maman que pour le rythme de votre famille. Merci beaucoup Emeline, merci beaucoup pour toutes tes confidences, pour le temps accordé. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles aventures en Thaïlande ou ailleurs. Je ne sais pas combien de temps cette aventure thaïlandaise va se poursuivre, mais je vous souhaite vraiment plein de belles choses. On n'en a pas du tout parlé, mais peut-être que tu pourrais aussi présenter ce que tu proposes toi sur tes réseaux pour que si quelqu'un écoute cet épisode et se pose des questions sur la vie en Thaïlande, de savoir qui on peut te contacter et sous quelle forme. Donc je te laisse la parole sur ce point. En tout cas, merci beaucoup à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui et de pouvoir partager un petit peu cette formidable aventure. Que du positif en tout cas pour nous, même si évidemment ça n'a pas toujours été facile. Et aujourd'hui du coup, si vous êtes intéressés, si vous vous posez plein de questions comme nous, je propose aussi des visios pour vous aider un petit peu, vous donner quelques tips, vous rassurer en tant que maman ou même en tant que famille, parfois même pour vous aider dans quelques démarches.
Et c'est exactement le même schéma que nous on a eu. Voilà, juste un déclic qui fait que quand on raccroche, une famille nous convainc et nous rassure surtout. C'est ça aussi en fait qui fait que parfois on n'ose pas sauter le pas. Je serais ravie en tout cas de pouvoir échanger sur vos projets. Puis j'adore découvrir les projets des autres familles. Et sinon vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram. Je partage un petit peu notre vie aujourd'hui en Thaïlande, des bons plans, et puis aussi des fois vous partagez aussi des moments un petit peu plus compliqués aussi. Super. Un grand merci, Emeline. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Ère, Nouvelle Mère. S'il vous a plu ou inspiré, vous pouvez le partager, laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et vous abonner. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Vous pouvez retrouver les ressources et les coulisses du podcast sur Instagram, @nouvellemère.lepodcast. Les bonnes adresses partagées par mon invité sont disponibles sur la Google Maps, dont le lien est dans la description de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage de maternité à l'étranger.